Bonjour à tous, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, nous allons parler de démographie. Je pense que la plupart des gens connaissent principalement la démographie à travers le recensement qui a lieu tous les 10 ans. Le gouvernement envoie alors des personnes pour collecter des informations détaillées sur les individus et les familles. Ces informations incluent entre autres l'âge, le sexe, le statut marital, le lieu de naissance, le lieu de résidence, le niveau d'éducation, l'emploi et le salaire. Pour protéger la vie privée de chacun, les données sont partagées sans révéler l'identité des personnes. Grâce à ces informations, le gouvernement peut élaborer ou ajuster des politiques publiques, comme l'éducation, la santé, les transports et le logement, afin de répondre plus efficacement aux besoins de la population. En démographie moderne, il y a 3 éléments de base: les taux de natalité, les taux de mortalité et la migration. Pourquoi les gouvernements ou d'autres organismes comptent-ils la population? Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la démographie. Le terme démographie provient du grec démos, qui signifie peuple ou population. Même si ce mot existe depuis longtemps et que compter les gens n'a rien de nouveau, l'étude formelle de la démographie a commencé en Angleterre au XVIIe siècle. Un homme nommé John Grant a jeté les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la démographie. À cette époque, à Londres, il existait des rapports hebdomadaires appelés Bills of Mortality, ou bulletins de mortalité. Ces rapports indiquaient combien de personnes étaient décédées, de quoi elles étaient mortes, leur âge et leur sexe. Les responsables locaux rédigeaient ces rapports pour surveiller les maladies et tenter d'enrayer leur propagation, en particulier pour suivre de près les grandes épidémies comme la peste. John Grant a étudié ces rapports de mortalité et a écrit un livre intitulé Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality, dans lequel il présentait des tables de mortalité. Ces tables lui ont permis de déceler des tendances et des modèles dans les taux de mortalité que personne n'avait remarqué jusque-là. Par exemple, il a découvert qu'un tiers de la population de Londres mourait avant l'âge de 16 ans, montrant qu'un grand nombre d'enfants ne survivaient pas. Il a également remarqué que, bien que plus de garçons naissent, ils ont plus de risques de mourir jeunes, ce qui rééquilibre finalement le nombre d'hommes et de femmes. Ces tables de mortalité évaluaient aussi la population totale de Londres, le nombre de familles et les probabilités de survie. À l'époque, Londres subissait une épidémie de peste. Grant a utilisé ces données pour déterminer que la peste se transmettait principalement par voie aérienne et qu'elle était une cause majeure de décès. Son travail a été reconnu. Après avoir présenté ces tables de mortalité au roi d'Angleterre, il a été invité à rejoindre la Royal Society, une institution prestigieuse. Cela montrait l'importance accordée à ces recherches sur l'évolution des populations et les taux de mortalité. Parallèlement, un autre économiste britannique, William Petty, a partagé ses observations sur les taux de mortalité dans son livre Treatise of Tax. Il affirmait que l'on pouvait estimer le nombre de personnes malades à Londres en se basant sur le nombre de décès, puis extrapoler ce chiffre au reste du pays pour déterminer le besoin en médecins. Ensuite, avec l'avis d'experts médicaux, on pouvait calculer le nombre d'étudiants nécessaires pour former des chirurgiens, des pharmaciens et des infirmières. L'idée était aussi d'identifier et d'écarter les médecins incompétents. William Petty démontrait ainsi une approche novatrice de l'époque, alliant statistique et santé publique. Il utilisait les données sur la mortalité pour améliorer la répartition des ressources médicales, l'enseignement et les politiques de santé, dans le but d'accroître l'efficacité des soins et la qualité de la formation médicale. Au XVIe siècle, période appelée la Révolution scientifique, les mathématiques et les statistiques ont commencé à être considérés comme des outils essentiels pour comprendre le monde naturel et la société humaine. Des scientifiques tels que Galilée, Newton et Kepler ont eu recours aux mathématiques pour expliquer le fonctionnement de la nature, montrant que les lois de la nature suivent des modèles prévisibles et peuvent être découvertes par l'expérimentation et le calcul. À cette époque, les États ont commencé à utiliser les chiffres et les statistiques pour étudier et prévoir des phénomènes démographiques, comme les naissances et les décès. Environ 100 ans plus tard, en 1788, Thomas Malthus a publié un essai on the principle of population. Malthus y analyse la vitesse à laquelle la population augmente par rapport à la quantité de nourriture disponible. Concrètement,
Il expliquait que si l'on ne contrôlait pas la croissance démographique, la population augmenterait très rapidement. 1, 2, 4, 8, 16. Alors que la production alimentaire ne croîtrait qu'assez lentement. 1, 2, 3, 4, 5. Cette différence risquerait d'entraîner une insuffisance alimentaire, des famines, des maladies et d'autres problèmes. Malthus évoquait aussi les freins préventifs. Des mesures que les gens peuvent prendre pour réduire la taille de leur famille, comme se marier plus tard et avoir moins d'enfants, afin d'éviter la pauvreté. Il pensait que ces mesures pouvaient diminuer la pression démographique et améliorer le niveau de vie général. Toutefois, certaines prédictions de Malthus ne se sont pas entièrement réalisées grâce au progrès de la technologie agricole et à l'arrivée de méthodes de contrôle des naissances. Un changement majeur s'est produit dans l'agriculture. Autrefois, la production agricole reposait principalement sur la force humaine et animale, ce qui limitait les rendements. Mais l'agriculture moderne utilise des machines comme les tracteurs, les moissonneuses et les semoirs automatiques, ce qui a considérablement augmenté la production. Par ailleurs, grâce à la diffusion des préservatifs et des pilules contraceptives, les gens peuvent mieux maîtriser leur fécondité. Ainsi, les prédictions pessimistes de Malthus sur l'explosion démographique ne se sont pas pleinement concrétisées. Même si ces théories ont été très influentes à l'époque, les avancées technologiques et les évolutions sociales ont actualisé certaines de ces hypothèses. Je viens de mentionner plusieurs personnes qui ont partagé leurs réflexions et leurs théories sur la natalité et la mortalité. Peut-on décrire mathématiquement les taux de mortalité en démographie? Il se trouve que oui. En 1825, un Britannique du nom de Benjamin Gompertz a proposé une formule mathématique montrant que plus on vieillit, plus le risque de mourir augmente. Aujourd'hui, on appelle cela la loi de mortalité de Gompertz. En termes simples, Gompertz estimait que la probabilité de mourir augmentait de manière exponentielle avec l'âge. Autrement dit, avec le temps, ce risque croît à un taux constant. Sa théorie mettait en évidence le rôle déterminant de l'âge dans la probabilité de décès. Il convient de préciser qu'avec le modèle de Gompertz, le taux de mortalité ne fait pas que croître de manière régulière, mais s'accélère avec le temps. Le modèle de Gompertz est un pilier de la science actuarielle, car il offre une base solide pour prévoir les taux de mortalité, ce qui est crucial dans les domaines de l'assurance vie et de la planification de la retraite. Cependant, il faut garder à l'esprit que notre organisme commence généralement à vieillir vers 30 ans. La loi de Gompertz ne prédit donc pas toujours avec précision la mortalité chez les personnes très jeunes. De plus, la formule ne prend pas en compte certains facteurs importants pouvant fortement influer sur la mortalité, tels que la génétique, les accidents et les maladies infectieuses. Ignorer ces facteurs peut conduire à des prédictions inexactes. 40 ans plus tard, un actuaire britannique nommé William Macaham a amélioré le modèle de Gompertz en ajoutant une constante indépendante de l'âge, rendant ainsi le modèle plus précis. Macaham avait compris que prédire la mortalité uniquement selon l'âge négligeait d'autres facteurs essentiels. En ajoutant cette constante, on tient compte de tout ce qui affecte la longévité sans être directement lié à l'âge, comme la génétique, les accidents et les maladies évoquées précédemment. Au XIXe siècle, l'Europe n'était pas très propre, surtout pendant et après la révolution industrielle. Les villes se sont développées très rapidement, ce qui a engendré de graves problèmes sanitaires. Les logements étaient surpeuplés, les systèmes d'assainissement insuffisants et l'eau potable manquait de qualité. Beaucoup de gens tombaient malades en buvant de l'eau contaminée, propageant des épidémies comme le choléra. Les gens ont alors commencé à se demander: peut-on résoudre ces problèmes de santé publique en étudiant les taux de mortalité et les données environnementales? Pendant une épidémie de choléra à Londres en 1848, certaines zones enregistraient un taux de mortalité beaucoup plus élevé que d'autres. Un épidémiologiste nommé William Farr a analysé de nombreuses données, notamment sur les décès et la qualité de l'eau. Il a découvert que les cas de choléra étaient fortement liés à l'approvisionnement en eau. Les zones touchées s'approvisionnaient principalement auprès de 2 compagnies qui pompaient l'eau dans la Tamise, alors très polluée. Les travaux de Farr ont démontré un lien direct entre la source d'eau et les cas de choléra. Il a ensuite demandé aux compagnies d'améliorer la qualité de l'eau. En 1853,
lorsqu'une nouvelle vague de choléra a frappé Londres, Farr a analysé les taux de mortalité et constaté que les quartiers ayant bénéficié d'un meilleur approvisionnement en eau enregistraient des taux de mortalité moins élevés que les zones voisines. Une fois ces problèmes sociaux commencés à être résolus, les chercheurs se sont intéressés à de nouvelles questions, comme la migration, un thème peu exploré jusque-là. Avant le 19e siècle, la question de l'immigration était rarement abordée, car il était difficile de collecter des données et les déplacements étaient compliqués. Cela rendait les effets réels de la migration difficiles à cerner. En 1885, un homme nommé Ernst Georg Ravenstein a formulé quelques principes sur les raisons et les modalités des migrations, plus tard connu sous le nom de loi de Ravenstein sur la migration. Son travail a joué un rôle majeur dans la compréhension des facteurs qui poussent les gens à se déplacer. Parmi les concepts de base, il observait que le principal motif de migration est la recherche d'un meilleur emploi ou de revenus plus élevés, et que les grandes villes attirent plus de migrants que les petites villes ou les campagnes. Les idées de Ravenstein ont ouvert la voie à des études plus approfondies. Au fil du temps, les chercheurs ont commencé à élargir leur champ d'analyse pour inclure, en plus de la migration, des aspects comme les taux de natalité, la mortalité et l'évolution globale des populations. Au XVIIIe siècle, on a observé la transformation des taux de natalité et de mortalité en Europe et en Amérique du Nord, au fur et à mesure que les sociétés passaient d'une économie agricole à une économie industrielle. C'est ainsi qu'est née la théorie de la transition démographique pour expliquer l'évolution démographique d'un pays, notamment la baisse des naissances et des décès à mesure qu'ils se développent. Le premier stade est la société pré-industrielle. Pensez au Moyen Âge ou à l'époque précédant la révolution industrielle. Le taux de natalité et le taux de mortalité y sont tous deux élevés. Beaucoup d'enfants naissent, mais beaucoup de gens meurent jeunes, notamment à cause des maladies, de la faim et du manque de connaissances médicales. La population reste donc relativement stable, de nombreuses naissances, mais autant de décès. Le deuxième stade est la phase de transition, qui commence avec la révolution industrielle ou lorsque le pays amorce son développement. Grâce à de meilleurs soins médicaux, à une amélioration de l'hygiène et à une augmentation de l'offre alimentaire, le taux de mortalité baisse fortement. Cependant, le taux de natalité reste élevé et la population se met à croître rapidement. Autrement dit, les gens vivent plus longtemps, alors que les familles continuent d'avoir beaucoup d'enfants. Le troisième stade est celui de la société industrielle. Le pays s'urbanise et se modernise. Les familles se mettent à avoir moins d'enfants, car les coûts liés à l'éducation et à la vie urbaine sont élevés, et parce que les femmes travaillent de plus en plus à l'extérieur du foyer. Le taux de natalité commence à diminuer, tandis que le taux de mortalité est déjà bas. La population continue de croître, mais moins rapidement. Le quatrième stade est la société post-industrielle, hautement développée. Les taux de natalité et de mortalité sont faibles et la population est donc stable ou n'augmente que très lentement. Les familles sont peu nombreuses, la santé est excellente et l'espérance de vie est élevée. Dans ce stade, le pays bénéficie d'un haut niveau de confort et de technologie et se concentre davantage sur le développement personnel et économique. Comprendre ces 4 phases de la théorie de la transition démographique permet de voir comment la structure de la société évolue en fonction du développement économique et industriel, entraînant ainsi des changements dans la natalité et la mortalité. Depuis les années 1950, certains pays ont tenté d'agir sur la natalité par différentes politiques et programmes. Par exemple, depuis 1952, le gouvernement indien cherche à ralentir la croissance de sa population. Il a encouragé les familles à avoir moins d'enfants et promu des opérations de stérilisation, mais ces efforts n'ont pas entraîné de baisse significative de la natalité. Dans les années 1970, seul un faible pourcentage de couples utilisaient des méthodes de contraception. Le programme n'a pas bien fonctionné à cause de la diversité linguistique, religieuse et culturelle de l'Inde, rendant sa mise en œuvre complexe. Face à ces difficultés, en 1976, le gouvernement d'Indira Gandhi a pris des mesures plus fermes qui ont provoqué d'importantes protestations et conduit à la défaite de son parti aux élections de 1967. Le programme de planification familiale de l'Inde a alors subi de sérieux revers.
En 1965, la Roumanie, comme plusieurs pays d'Europe de l'Est, connaissait une baisse de sa natalité et un vieillissement de sa population. Le dirigeant de l'époque, Nicolae Ceausescu, estimait que le pays avait besoin de plus de monde pour l'armée et les usines. En 1966, le gouvernement roumain a donc mis en place des mesures pour encourager les naissances. Il est devenu très difficile d'obtenir une interruption volontaire de grossesse, IVG, sauf dans des cas très précis, et des aides financières supplémentaires étaient accordées aux familles nombreuses. L'accès à l'avortement et à la contraception a été fortement restreint, ce qui a entraîné une hausse des naissances entre 1965 et 1970. Cependant, le nombre de naissances a de nouveau diminué par la suite. En 1984, le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour augmenter le taux de natalité et rendre l'avortement encore plus difficile. Les femmes en âge de procréer étaient soumises à des contrôles réguliers sur leur lieu de travail et un impôt spécial ciblait les célibataires de plus de 25 ans et les couples mariés sans enfants. En 1985, seules les femmes de plus de 45 ans ayant déjà au moins 5 enfants pouvaient légalement recourir à l'avortement. Ces politiques de natalité montrent comment différents pays ont tenté de gérer leurs enjeux démographiques et comment leurs approches ont évolué au fil du temps. Par la suite, la démographie a connu d'autres développements, comme la paléodémographie, qui cherche à comprendre la croissance, la structure, l'espérance de vie et la mortalité des populations anciennes. L'un des plus grands défis de la paléodémographie est l'absence de données démographiques directes. Contrairement à aujourd'hui, où l'on dispose de recensions détaillées, les populations anciennes n'ont laissé que peu de traces, et souvent de manière indirecte. Cela oblige les chercheurs à se baser sur des données indirectes, proxy, comme les cimetières et les ossements humains, pour estimer la taille et l'évolution de ces populations. La démographie comporte également d'autres champs, comme la démographie de la famille, qui étudie la structure et les évolutions familiales, la démographie spatiale, qui analyse la répartition géographique des populations, ou la démographie mathématique, qui utilise des modèles mathématiques pour étudier les tendances démographiques. Chacune de ces branches utilise des méthodologies et des perspectives qui lui sont propres, nous offrant ainsi une vision d'ensemble plus riche des dynamiques démographiques et de leurs répercussions sur la société. Pourquoi les démographes étudient-ils ces évolutions démographiques ? Parce que les changements dans la taille et la composition de la population ont des effets sur notre société, notre économie, nos politiques et notre environnement. Analyser l'évolution démographique aide les gouvernements et d'autres acteurs à anticiper et à gérer les défis liés à la hausse ou à la baisse de la population, au vieillissement, aux migrations et à l'urbanisation. Selon le rapport Perspective de la population mondiale 2022 des Nations Unies, dans les pays à revenus élevés, entre 2000 et 2020, l'apport migratoire international a davantage contribué à la croissance de la population que l'excédent des naissances sur les décès. Au cours des prochaines décennies, la migration sera le seul moteur de la croissance démographique dans ces pays. En étudiant ces tendances, les démographes mettent en évidence l'importance de l'immigration comme facteur de croissance dans les pays riches, ce qui est crucial pour la formulation des politiques et la planification future. Le même rapport aborde la question du vieillissement. D'ici 2050, en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique du Nord, une personne sur 4 aura plus de 65 ans. De nombreux pays développés font déjà face à ce défi. C'est pour cela que le travail des démographes est si important. Ils analysent les répercussions d'une population vieillissante sur la société, la santé et le marché du travail. Comprendre la démographie est donc essentiel pour prévoir et façonner l'avenir sociétal et économique. En examinant l'évolution des naissances, des décès et des migrations, la démographie fournit des informations indispensables à la prise de décision visant à améliorer le bien-être social et la croissance économique. Elle étudie également les incidences des changements démographiques sur l'environnement, l'urbanisation et les mouvements migratoires mondiaux. En somme, la démographie offre des clés pour relever les défis actuels. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. À la prochaine!